Et les 4 autres, vous leur faites avec tes trucs filets là. Ouais. Un brûlé de l'avant-bras, il y a une plaie, tu peux leur faire les trucs avec des corps étrangers dedans, il y a 2 plaies avec des corps étrangers. Donc tu peux mettre, vous pouvez faire 3 victimes comme ça, plus les viscérés et le dernier, un petit truc au front. C'est l'effervescence ce matin-là au SMUR pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à Paris. Les soignants sont en pleine session de maquillage et ils font le point sur les dernières consignes. Un exercice de simulation inédit se prépare. Ici, nous avons préparé une session sur attentats multivictimes pour le SMUR. Hier, il y a eu toute une session de maquillage qui continue ce matin, où nous sommes ici en train de préparer les numéros des victimes, leur maquillage, pour bien sûr tout correspondre au scénario. Plus de 15 jours de préparation ont été nécessaires pour mener à bien cet exercice de simulation au damage control, limiter les dégâts en anglais, une médecine d'urgence qui vise, dans un contexte de catastrophe ou de tuerie de masse, à assurer la survie des patients en prodiguant les soins minimums et permettre ainsi leur évacuation rapide. Pour cet exercice, le scénario devait s'adapter à la pédiatrie. Les formateurs ont donc opté pour une attaque dans un centre de loisirs à l'heure où les parents viennent récupérer leurs enfants. Là, nous avons un père et son fils, donc un monsieur qui s'est pris 4 balles dans le thorax. Donc au moment où ils vont découper, on va pouvoir voir apparaître les plaies au thorax. Et on a mis un dispositif derrière qui nous permet de faire affluer le sang pour montrer que les plaies sont hémorragiques. Qu'est-ce que c'est que le MASCAL? Donc ce qu'ils appellent le MASCAL, en fait, c'est l'afflux massif de victimes. Donc afflux massif, c'est quand tu te retrouves toi seul soignant avec 50 personnes devant toi. Ça fait mal. Et ça concerne généralement la première équipe intervenant, et donc c'est là où c'est hyper important de bien scinder son équipe. Il faut un leader et des techniciens derrière. Les attentats de 2015 à Paris ont révélé le manque de formation des soignants sur la prise en charge en cas d'afflux de victimes. L'armée a donc mis en place des formations de médecine militaire de guerre pour renforcer leurs connaissances. Julie et Céline, 2 médecins du service qui se sont formés auprès des militaires du Val-de-Grâce, prennent le temps, avant la simulation, de reprendre des notions importantes et de répondre aux questions. Tu ouvres avec ton scalpel. Le long de la côte d'en bas, partie supérieure. Parce que tous tes vaisseaux et tes nerfs, ils sont en dessous de la côte. Oui. Une question, on est limité en matériel par exemple pour les garrots. Ouais. Si on garrotte tous les membres où il y a une tache de sang, on va vite se retrouver à court. Garrot de fortune. Garrot de fortune. Tout ce que tu trouves, tu garrottes. Alors là, on est 6 formateurs. Donc on a 3 médecins et 3 infirmiers, plus un ambulancier qui vient s'ajouter. Donc ça fait quand même un pool de formateurs qui est assez conséquent parce qu'on veut accompagner chaque équipe au plus près pour pouvoir débriefer toutes leurs actions. Les plastrons, les étudiants qui jouent la comédie, ont répété leur rôle. Les formateurs ont le scénario bien en tête. Les participants ont répété les gestes techniques. Arrive le moment de se mettre en situation. Julie leur fait un résumé rapide du contexte de leur intervention. C'est un centre de loisirs. Il y a eu une fusillade avec une explosion à l'intérieur. Il y a beaucoup de victimes. Là, pour l'instant, vous êtes la seule équipe que j'ai de disposition. Donc, du coup, ce que je vais vous demander, c'est d'évaluer tous les patients dans un premier temps. Monsieur, c'est 5 minutes. Madame, c'est 5 minutes. On arrive, madame. On arrive. Essayez de vous asseoir. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent marcher, qui m'entendent? Oui. S'il vous plaît, tous ceux qui peuvent marcher, qui m'entendent, mettez-vous de ce côté-là, s'il vous plaît. On va vous aider tous. Regroupez-vous de ce côté-là, s'il vous plaît. Alors l'objectif, c'est pas de faire un stress dépassé, mais c'est de les mettre dans une situation auquel ils pourraient être confrontés. Donc oui, on met du sang, oui, on met des vraies plaies, enfin on essaie de coller un peu plus au réel, on mettra même des bandes son derrière pour justement les mettre dans une ambiance qui est un petit peu compliquée, ce qui va nous servir derrière pour travailler sur le débriefing et les accompagner dans la gestion du stress sur des situations critiques. Il faut juste faire des gestes de salvateur, garrot, pas garrot. Les bras gauche. Il est conscient, il respire? Oui. Il respire. Si on peut évacuer, on fait les mains, on évacue s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des pompiers qui peuvent commencer à faire l'évacuation de notre premier patient? Je le fais. Ce tri-là, donc la vue d'ensemble de tous nos patients, de globaliser en fait nos patients et de se dire qui est grave et qui est pas grave, qui se fait vraiment en 1 minute par victime. On identifie la victime, on lui met une fiche, on lui met un numéro, on sait qui il est et on sait si il a un problème grave des voies aériennes, de saignement ou de conscience. C'est une façon complètement différente de réfléchir et de soigner. En fait, c'est pas on met toute l'énergie sur un patient parce qu'on n'a qu'un seul patient à soigner. C'est on met le minimum d'énergie sur chaque patient pour qu'il arrive vivant dans un camion et à l'hôpital qui va le prendre en charge ou jusqu'au chirurgien qui va le prendre en charge. Attends, on laisse.
vous lui filez un... Attends, je file Il faut se sortir de ses habitudes de travail et être frustré, parce que vraiment c'est de la frustration de se dire qu'on laisse un patient complètement déstabilisé rentrer dans un camion. On n'a pas l'habitude de faire ça. La survie d'un blessé grave victime d'une hémorragie massive se joue dans les premières minutes. La méthode standardisée du Safe March Ryan hiérarchise toutes les actions à mettre en œuvre en arrivant sur un théâtre de catastrophe pour maximiser les chances de survie des victimes. Ce moyen mémotechnique est utilisé aujourd'hui autant dans le monde civil que militaire et prouve son efficacité à chaque prise en charge. On peut garantir un numéro avec... regarde, c'est là-dessus. C'est jonctionnel. Il faudrait mettre... Ah, c'est jonctionnel, ah oui, on peut... Il faudrait mettre une ceinture pédienne. Le dernier numéro, c'est bon? 9 mannequins, 6 comédiens, 15 victimes au total doivent être prises en charge en 15 minutes. Les équipes progressent en tentant à la fois de contenir les blessés apeurés et de prioriser leurs gestes. C'est une urgence quand même... Absolue, absolue, ouais, c'est le coup. Ça va gonfler, il faut lui faire une conio. Allez, hop. Ça, c'est qui, ça? Hop, là, j'ai la dame qui a les viscères à l'air. Là-bas. Hop, là-bas, madame. Là-bas. Oui, c'est bon. Toutes les victimes ont été examinées et évacuées. Les soignants œuvrent maintenant au poste médical avancé. Il s'agit à présent de stabiliser les patients en leur prodiguant les premiers soins avant leur évacuation vers un hôpital. Là, ici, là-bas ou là-bas. Vous choisissez votre zone. C'est trié, c'est en fonction des victimes, elles sont là. Vous les prenez en charge, vous faites votre marche. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ils ont été un peu longs sur le début, mais pour faire du tri, parce qu'ils ont été envahis par les impliqués. Mais sinon, pour l'instant, ça va. Ils sont pas trop... Ils réagissent plutôt bien. Tout le monde réagit plutôt bien, même si l'impression générale est assez chaotique du point de vue du spectateur. Une impression pourtant normale, alors que le contexte est très bruyant, que les soignants sont sans cesse parasités par des impliqués, par les comédiens qui appellent à l'aide, et par le stress généré par la situation. On m'écoute, s'il vous plaît? Merci. Dans votre équipe, il me faut un leader. Dans 2 minutes, on refait un point de situation. Merci. Il est conscient et anxieux. D'accord. Christelle, Oui, alors voilà. t'es victime. On fait un point. Alors, 7 ans, c'est une urgence très absolue à l'évacuation. Lui, il a une plaie inguinale qu'on n'arrive pas du tout à arrêter de faire saigner. D'accord. Donc lui, c'est la première urgence pour faire évacuer. Elle a mis un hémostatique, elle a fait un israélien et elle comprime toujours parce qu'elle n'arrive pas du tout à le contrôler. Elle a bien tenu 3 minutes l'hémostatique. Oui, elle a tenu 3 minutes l'hémostatique, elle a fait l'israélien au-dessus. D'accord. Julie, qui coordonne toute l'opération, fait très régulièrement des points avec les leaders de chaque équipe pour prioriser les patients à faire évacuer, cette fois vers un hôpital. Et toutes les actions sont chronométrées. Pas question, par exemple, de commencer un nouveau soin lorsque l'unité mobile hospitalière se présente, sous peine de rater le coche. Christelle, l'UMH est là dans 2 secondes. Dans 2 minutes, il faut qu'il soit à fond. Là-bas. Il y a 2 UMH là-bas. On l'évacue tout de suite, s'il vous plaît. Le dernier patient est évacué. L'exercice de simulation, qui aura pris près de 3 heures, s'achève sous les applaudissements. Ok, bravo à tous, fin de simulation. Pour information, ils sont tous vivants. Ce qui sauve ici, c'est vraiment d'être systématique et de faire la même chose pour tous nos patients, c'est-à-dire avoir une fiche, avoir fait mis nos garrots et fait notre ABC, notre évaluation très rapide de tous nos patients. Ils ont perdu un petit peu de temps là-dessus au début, mais ils se sont très vite rattrapés derrière parce qu'effectivement, en 15 minutes, ils avaient vu trier tous leurs patients. Et après, quand ils ont été dans la deuxième phase où on fait vraiment du marche et de la prise en charge plus poussée du patient, ils sont séparés en 3 équipes. Et en fait, là encore, des petites améliorations à faire parce qu'en fait, ils ont pris en charge certains patients complètement et ils sont allés jusqu'au bout de leur marche, alors que certains de leurs patients qui étaient hémorragiques et qui saignaient n'avaient pas du tout été vus. Donc là, c'est une perte de chance évidemment pour les patients qui saignent, chez qui on peut rapidement soit mettre un garrot, soit mettre un pansement pour qu'ils s'arrêtent de saigner. C'est justement tout le but des simulations, s'entraîner, réfléchir et anticiper des situations auxquelles les équipes ne sont pas habituées pour leur permettre de sortir de leurs algorithmes et en apprendre de nouveaux.
C'était une première d'une longue série. Nous, on a envie vraiment, on se rend compte qu'on n'est pas du tout, surtout encore moins en pédiatrie, parce qu'on fait pas beaucoup de trauma, fort heureusement. Mais c'est vrai que les polytraumatisés pédiatriques, c'est pas clairement pas notre pain quotidien. Donc le but de 1, c'est se familiariser avec la traumato, parce que c'est quelque chose qu'on connaît peu en pédiatrie, et de 2, l'afflux massif qu'on connaît encore moins en pédiatrie. Et la seule façon de se sentir à l'aise et de connaître ton protocole, c'est de faire des exercices sur mannequin et sur plastron, parce que le jour où ça va arriver, il y en aura une fois peut-être sur notre carrière, et il faut être prêt quand ça arrive.